La construction du nucléaire en France s'est faite de manière totalement démocratique, privatif, c'est-à-dire en dehors de tout système démocratique. La première phase, ça a été les centrales graphite-gaz jusqu'en 1969. Personne n'en a entendu parler, pratiquement. Il y a eu un accident très grave en France en 1968, dont personne n'a entendu parler, mais qui a emmené le changement pour passer du graphite-gaz au PWR. Ensuite, il y a eu le plan Messmer, qui n'a été accompagné d'aucun débat parlementaire. La législation, qui n'était qu'une réglementation pour construire les centrales nucléaires, s'est faite donc sur une base non législative, non débattue par le Parlement. C'était un décret de 1963. Ensuite, il y a eu 1981, où on aurait pu avoir un vrai débat, on n'a pas eu. À l'époque, il y avait d'ailleurs une image, tout au moins une affiche très jolie qui avait été dessinée par Brice Lalonde, et sur laquelle il était écrit le nucléaire socialo fait pas bobo. Bon, c'était une très jolie affiche, mais vous voyez, la phrase était très bien vue. Bon, ensuite, il y a eu Tchernobyl. La France a essayé d'éviter le débat. Et le débat s'est concentré sur le point de savoir si en France on avait été touché ou pas, mais il ne s'est pas trop concentré sur l'importance des conséquences de Tchernobyl, notamment en matière de santé publique. Ensuite, la première loi, vraiment, date de 1991, elle concerne les déchets radioactifs. C'est la première fois que le Parlement français discutait de ce thème. Lorsque j'étais ministre, je ne suis pas arrivée à ouvrir vraiment des débats, mais j'ai ouvert des petits débats grâce à des commissions entre guillemets indépendantes, c'est-à-dire qui n'étaient pas totalement verrouillées par le lobby nucléaire, dans lesquelles j'ai pu mettre des gens qui n'étaient pas pro-nucléaires, comme M. Senet par exemple. Donc il y a eu 3 débats, un sur Creil-Malville, un sur les déchets de La Hague, et le 3e sur les conséquences sanitaires de La Hague et les leucémies autour de La Hague. Et puis donc ensuite on est arrivé aux années 2000, 2003, 2004, avec un débat parlementaire autour des EPR, ça date à peu près de cette époque-là, aucun débat dans la société. Grenelle, pas de débat sur le nucléaire du tout. Et transition énergétique, débat parlementaire, mais je dirais totalement verrouillé d'abord, et ensuite extrêmement biaisé, puisque on a certes parlé de la réduction de la part du nucléaire, mais on n'a pas dit comment, et on n'a pas dit pour faire quoi. Donc c'est comme si on n'avait pas eu de débat. Voilà. Donc tout ceci pour dire, j'espère pas avoir été trop longue, que en fait la France a jusqu'à maintenant soigneusement éviter un vrai débat de société sur le nucléaire. Mais là maintenant, elle ne va plus y couper. Alors, à l'époque, moi je me souviens très bien qu'on a discuté sur les risques des accidents nucléaires. Et à l'époque, on était sur le rapport Rasmussen, qui prévoyait un risque d'accident tous les 22 000 ans. Ça, c'était ce que racontait le lobby nucléaire à l'époque, vous voyez, dans les années 70. C'est-à-dire qu'ils sont bien fichus de nous, en réalité. Donc, on a débordé aux Français, il n'y a aucun risque. Vous n'aurez jamais d'accident chez vous. Ensuite, on leur a dit, vous allez être indépendants. Ça, c'est quelque chose de très important pour les Français. Et ensuite, on leur a dit, en plus, ça ne va pas vous coûter cher l'électricité nucléaire. Et donc, puisqu'il n'y avait pas de risque, ça ne coûtait pas cher, et que ça nous rendait indépendants, ben, c'était très bien. Et tout ceci, en fait, est venu au départ d'un mariage entre le gaullisme et le communisme. C'est-à-dire que la CGT et le Parti communiste ont été des partisans aussi acharnés du nucléaire que les gaullistes. Mais pour moi, c'est l'État lui-même qui est le lobby nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a une telle interdépendance entre les structures de l'État et les structures de l'industrie nucléaire qu'on parle de la même chose. Et ce sont les grands corps de l'État, à commencer bien sûr par le corps des mines, mais pas seulement, qui défend ce modèle. Et c'est sa puissance qui explique que dans une situation financière absolument catastrophique, on continue. Alors que c'est un choix absurde en termes de rationalité. Simplement
le pouvoir veut de cette rationalité-là qui est devenue une irrationalité. Dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle L'État nucléaire, j'ai essayé d'expliquer qu'on travaillait par cercle concentrique. C'est-à-dire que vous avez le cœur du cœur qui est effectivement le corps des mines. Puis ensuite, vous avez l'industrie elle-même. Et quand vous regardez les conseils d'administration d'EDF et d'Areva, vous voyez qu'il y a une série d'autres structures qui sont représentées. Et quand vous regardez le CAC 40, vous voyez qu'il y a entre le CAC 40 et le nucléaire des liens extrêmement étroits, soit que des représentants du lobby nucléaire siègent dans les conseils d'administration de très grandes entreprises du CAC 40, soit que de très grandes entreprises du CAC 40 aient des administrateurs qui siègent au sein du conseil d'administration d'EDF et d'Areva. C'est vrai pour le milieu bancaire, c'est vrai pour le BTP, je pense à Bouygues, c'est vrai pour les électro-intensifs, etc. Tout ça fait une espèce d'ensemble. Et puis vous avez au-dessus des corps qui gravitent. Vous avez les académies. L'Académie de médecine, par exemple, a été un très fervent défenseur du nucléaire grâce entre guillemets, au professeur Tubiana. Vous avez des associations qui défendent le nucléaire dans de très nombreux domaines, y compris des écologistes pour le nucléaire, qui est une association qui a été suscitée, qui est dirigée par un dénommé M. Combi, et qui vient directement, qui est un ingénieur des mines. Vous avez ensuite, même dans la presse, des liens qui se font avec le nucléaire, d'abord parce que EDF est un des plus grands publicitaires, si je puis dire, annonceurs, et que donc la presse, notamment écrite, qui a besoin d'argent, ne peut pas se passer des pubs d'EDF, très simplement. Et puis parce qu'il y a des liens, par exemple, Madame Lauvergeon a présidé le conseil de surveillance de Libération. Hein. Donc voilà, vous avez tous ces liens-là qui font que toutes les structures françaises sont impliquées dans le nucléaire. En fait, le modèle de l'électricité nucléaire est un modèle qui correspond tout à fait à l'État français, c'est-à-dire un modèle très centralisé. Le modèle du renouvelable, c'est un modèle décentralisé. C'est pour ça que ça marche très bien en Allemagne, où c'est des Länder et où vous avez des collectivités locales qui sont devenues totalement autonomes sur le plan énergétique. Chez nous, en France, il n'y a pas d'autonomie énergétique au sens propre du terme. Et les communes, par exemple, sauf 150 d'entre elles, ce qui n'est pas beaucoup sur 38 000, ont la possibilité d'être en régie, c'est-à-dire non seulement de produire, mais de distribuer elles-mêmes leur électricité. Vous voyez, le problème est là. Et c'est très difficile de changer le modèle parce qu'il est lié à l'État. C'est pour ça, ça revient à la question qu'on posait au début, quand je vous ai dit, quand on dit lobby nucléaire, on a tort. C'est pour ça, c'est parce que c'est l'État, dans ce qu'il est, qui a généré ce système-là, parce qu'il lui correspond complètement. Fukushima a incontestablement été un révélateur beaucoup plus puissant que Tchernobyl, dont l'origine de l'accident a été mise sur la tête d'un système soviétique qui n'était pas le nôtre. J'ouvre la parenthèse, je ne suis pas sûre qu'on aurait fait mieux, je ferme la parenthèse. Fukushima, c'est différent. C'est les Japonais, c'est des gens hyper pointus, très à cheval sur les questions de sécurité, au moins officiellement. On a vu en fait ce qu'il en était. Et donc ça a été un révélateur pour tous les systèmes de sûreté du monde. Et ça a été aussi un révélateur pour tous les peuples du monde. L'idée qu'un accident nucléaire puisse arriver en France est devenue une idée. Jusqu'à Fukushima, c'était considéré quasiment comme impossible. Depuis Fukushima, et l'autorité de sûreté nucléaire a été la première à le reconnaître, un accident nucléaire en France est possible. Et donc cette idée qu'avaient les Français, qu'ils étaient dans une espèce de bulle dans laquelle rien ne pourrait jamais se passer, est une idée qui n'existe plus. Alors, ça a beaucoup de conséquences. Ça a beaucoup de conséquences parce qu'il faut comprendre que nos centrales nucléaires n'ont pas du tout été construites dans les endroits où les risques étaient les moindres. Les choix d'implantation des centrales nucléaires ont obéi à des considérations qui aujourd'hui apparaissent profondément débiles, qui l'étaient déjà à l'époque, mais qui aujourd'hui apparaissent comme totalement débiles, du genre quels sont les États, les territoires, les terrains qui étaient possédés par l'État ou par des collectivités publiques, donc pas besoin d'expropriation, donc pas besoin
d'aller à l'enquête publique et de se confronter à l'opinion publique. Les réserves en eau potable de Paris, c'est une nappe phréatique qui est sous Belleville-sur-Loire. Ça a été choisi parce que ça appartenait à la ville de Paris. De la même manière, le terrain de Cattenom a été choisi parce que c'était un ancien terrain militaire. Sauf que c'est une zone des plus peuplées d'Europe. Donc, si vous voulez, les choix des sites ont été absurdes. Zone sismique, Fessenheim ou la vallée du Rhône. Tout ça n'a pas été pris en compte. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout cherché le moindre impact et le moindre risque. Je n'imagine pas un instant qu'on construise des centrales nucléaires dans de nouveaux sites. Ça ne marchera pas. Donc, si, parce que je n'espère pas, on construisait de nouvelles centrales nucléaires, ce sera sur des sites existants. C'est-à-dire que je pense que le lobby nucléaire préférera prendre des risques en disant qu'ils n'existent pas, plutôt que de se confronter à une opinion publique qui ne voudra pas de l'implantation sur un nouveau site d'une centrale nucléaire. Il n'y a pas de contrôle, en réalité, de l'État sur l'industrie nucléaire. Et je dirais que s'il y avait un contrôle, on n'en serait pas là. C'est plutôt le nucléaire qui contrôle l'État. Quand EDF achète British Energy 2 ou 3 fois son prix, parce que M. Gadonex veut mettre la main, M. Gadonex était à l'époque le patron d'EDF, veut mettre la main sur British Energy, l'État actionnaire devrait lui dire c'est pas ce prix-là, il ne le fait pas. Donc il y a incontestablement un contrôle qui ne se fait pas. La Cour des comptes dit des choses sur EDF, mais pas depuis très longtemps, depuis 3-4 ans seulement. C'est très récent que les questions financières liées au nucléaire et économiques sont abordées. Donc non, il n'y a pas eu réellement de contrôle. Alors il n'y a pas de contrôle parce qu'effectivement il n'y a pas de transparence. Alors ce que je suis en train de dire doit être nuancé. D'abord il y a un changement de génération. Quand l'ASN est créée, elle est dirigée par M. Lacoste. M. Lacoste a dirigé au sein du ministère de l'Industrie la sûreté nucléaire pendant 20 ans. Son rêve à M. Lacoste, c'était de devenir une autorité indépendante de contrôle du nucléaire. Il a pu exercer son rêve, il a pu réaliser son rêve. Sauf que il n'a pas vraiment fait le job. M. Chevet fait le job, parce qu'il a un autre état d'esprit. Et parce que même s'il vient de l'intérieur, il voit les choses de manière différente. Et surtout, il a compris que la loi qui maintenant donne à l'autorité de sûreté nucléaire tous les pouvoirs lui donne aussi toutes les responsabilités. Et que s'il y a un problème, c'est pour lui personnellement. Ensuite, les questions financières ont aujourd'hui une telle importance que les choses finissent par se savoir, et ne serait-ce que parce qu'EDF est coté en bourse. Et EDF coté en bourse est bien obligé de donner les informations que toute société cotée en bourse donne. Donc on a des éléments d'information financiers qu'on n'avait pas par le passé. Il n'y a de déchets nucléaires que quand on est en face de déchets dont on considère qu'on ne peut plus rien en faire. Ce qui fait que, notamment sur tout ce que nous avons stocké en Sibérie, on considère que ce n'est pas des déchets nucléaires. Parce que peut-être que dans 500 ans, on pourra en faire quelque chose. Ça, ce n'est pas acceptable comme définition de déchets. Si on appliquait au nucléaire la définition normale du déchet, vous auriez beaucoup plus de déchets nucléaires qu'on en a. Ça, c'est la première observation. Les déchets faiblement radioactifs sont des déchets qui aujourd'hui sont stockés à Soulaine, dans l'Aube, et qui posent déjà problème. Quand on a créé Soulaine, il y a 25 ans, plus que ça, 30 ans, parce que quand j'étais ministre, j'avais été visiter Soulaine, ça existait déjà, donc en 95. On avait considéré que c'était inerte, c'est-à-dire que ces déchets faiblement radioactifs étaient dans des containers et que ça ne bougerait pas. Ben, on s'est rendu compte 20 ans plus tard ou 15 ans plus tard qu'il y avait des fuites de tritium. On ne sait pas pourquoi. Mais du coup, ces centres de stockage se sont transformés en installations nucléaires de base pour permettre de régulariser des déchets radioactifs illégaux. La question que vous posez de l'enfouissement concerne les déchets hautement radioactifs, voire moyennement radioactifs, pour lesquels nous n'avons pas de solution. La loi de 91, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, avait prévu 3 solutions possibles sur le plan technique. L'enfouissement, l'entreposage dit en subsurface, c'est-à-dire juste sous la terre avec un contrôle permanent, et une solution style incinération de déchets radioactifs, si je puis dire, qui était une évolution
possible, prévu par le lobby nucléaire, mais en fait impossible, de Creil-Smallville. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une solution, c'est l'enfouissement. Les deux autres ont disparu de la circulation. Mieux encore, la loi avait prévu trois types de sites possibles, selon les catégories géologiques, que ce soit argileux, que ce soit granitique, etc. En fait, il n'y a qu'un site, c'est Bure. Les autres ont été abandonnés par la gauche en 1998, parce que toutes les villes et toutes les régions, y compris de droite, se sont opposées à avoir des laboratoires souterrains chez elles. Donc, une loi qui prévoyait 3 solutions techniques et, pour l'une d'entre elles, 3 solutions géographiques, se résume aujourd'hui à un choix qui est c'est Bure ou c'est Bure. C'est pas acceptable. Alors, ensuite, vous me dites, est-ce que c'est correct à l'égard des générations futures? Je vous réponds sans aucune hésitation, non. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que, contrairement à ce qu'on raconte, ce n'est pas réversible. Et c'est un moyen de se débarrasser sur un plan comptable, comme sur un plan de responsabilité, des déchets que nous avons produits. Et la bataille qu'il y a aujourd'hui entre l'ANDRA et EDF, notamment sur le plan financier, est en fait une bataille de responsabilité. EDF veut se décharger de ses déchets parce que ça l'empoisonne sur le plan comptable, ça coûte très cher, et ça l'empoisonne sur le plan de sa responsabilité future. Mais elle veut que ça lui coûte le moins cher possible. Et l'ANDRA, qui elle va avoir à gérer sur la durée des années ces déchets, veut prendre le moins de risques possible, ce qui est l'intérêt général. Donc c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas d'accord sur les prix, et de voir Madame Royal trancher dignement et souverainement sur un prix qu'elle ne connaît pas, et ni moi ni vous non plus, en disant c'est 25 milliards, c'est pas 35 ni 15, c'est 25, parce qu'on coupe la poire en deux, c'est complètement stupide. Parce qu'évidemment, ça ne coûtera pas 25 milliards. Je crois qu'on n'a pas de solution aujourd'hui, à proprement parler. Et en fait, les solutions, à mon sens, les moins mauvaises, sont des solutions locales. C'est-à-dire d'imaginer que la déconstruction doit se faire localement avec un site dédié à la réception des déchets locaux et avec une surveillance locale, de manière à éviter qu'il y ait quelques rejets dans l'environnement que ce soit. Un site qui a été occupé par une centrale nucléaire ne sera jamais propre à un autre usage. Soyons tout à fait clairs, c'est des terrains qui sont fichus. Bon. Peut-être qu'un jour on pourra mettre dessus des panneaux solaires ou des choses comme ça, c'est-à-dire à condition de ne pas creuser et de stériliser les sols en les utilisant intelligemment. Les panneaux solaires peuvent être une manière de le faire. Mais d'imaginer qu'on va pouvoir un jour cultiver des carottes sur des anciens sites centrales nucléaires, ça me paraît totalement aberrant. Il y a beaucoup d'emplois dans le nucléaire en France, c'est vrai, mais beaucoup moins que le lobby ne le dit. Quand on dit 400 000 emplois, c'est pas vrai. Hein, c'est 150 000 emplois et en réduction. Sur les doses, il faut bien comprendre que tout a été fixé en fonction des besoins de l'industrie nucléaire et non pas des besoins de la santé des gens ou de l'environnement. C'est comme ça que ça a été fixé. Et donc, les doses qui figurent sur les arrêtés d'autorisation sont généralement sans commune mesure avec la réalité des doses rejetées. Quelle est la réalité de l'impact des rejets, non pas les normes cette fois-ci, mais les rejets effectifs sur la santé des gens et sur l'environnement? De dire que les rejets sont indolores, si je puis dire sans effet, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce qu'on sait très bien que les faibles doses ont des effets. Alors ensuite, que ces effets puissent être difficiles à appréhender, moi je veux bien. Que l'on ne puisse pas dire que tel cancer ou telle leucémie est imputable à telle ou telle centrale nucléaire ou tel travail dans une centrale nucléaire, c'est possible. Mais il y a incontestablement des problèmes, et ce n'est pas un hasard si les cancers et les leucémies font partie des maladies professionnelles reconnues.
pour les centrales nucléaires. Alors comment est-ce qu'EDF a résolu le problème? Par la sous-traitance. C'est-à-dire que vous avez un contrôle qui est extrêmement étendu du personnel d'EDF, mais par contre pour les malheureux précaires de l'atome, on les balade d'une centrale à l'autre avec des dosimètres flottants, si j'ose dire, et c'est tout à fait préoccupant. J'ai eu à discuter avec des gens qui ont fait ce métier et j'ai fait des débats à l'issue de films avec eux. Et ce qu'ils racontent est complètement terrifiant quant à leur absence de formation, leur manque d'information, leur manque de savoir-faire, parce qu'ils ne savent pas, en fait. Le fait que pour garder leur emploi, ils trafiquent des résultats qu'ils sont censés donner, c'est-à-dire j'ai fait telle opération, ils ne l'ont pas faite, mais s'ils disent qu'ils ne l'ont pas faite, c'est leur entreprise qui saute et leur boulot avec. Sur les dosimètres qu'ils cachent pour quand ils ont dépassé la dose pour pouvoir continuer à travailler, etc. Tout ça, c'est la réalité. Nous sommes en Europe le pays qui a le plus gros gisement d'énergie renouvelable. Si vous mettez tout confondu, la biomasse, l'hydroélectricité, le solaire, l'éolien, nous sommes le premier gisement européen. Sauf que nous sommes de plus en plus mauvais en Europe. Les chiffres de 2013, nous étions au 16e rang, en dessous de la moyenne européenne. Il y a 20 ans, quand j'étais ministre, nous étions à 13% de renouvelables, nous sommes à 16%, c'est-à-dire qu'en 20 ans, on a fait 3% de mieux. Autour des années 2005-2006, c'est l'éolien qui a été mature et qui devenait compétitif. La France a inventé un système réglementaire délirant pour empêcher l'installation des éoliennes, mais délirant. C'est-à-dire qu'il devenait aussi difficile quasiment d'installer une éolienne que d'installer une centrale nucléaire. 6 ans de procédure. Les boîtes se sont cassées la figure, évidemment, les unes après les autres. Et quand il y en a une qui arrivait au bout de 6 ans de procédure à avoir un permis de construire, il y a une association qui s'appelle Vent de colère, qui a été au départ plus ou moins suscitée par le lobby nucléaire, qui attaquait systématiquement tous les permis. Donc on a vraiment beaucoup baissé la progression de l'éolien. Quand le photovoltaïque a commencé à se développer en 2008-2009, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Borloo a mis en place le moratoire sur le solaire. Pourquoi? Parce qu'en 2012, on était capable d'avoir nos objectifs de 2020 en solaire. Notamment parce que toutes les grandes surfaces étaient prêtes à transformer leur toiture en centrale solaire. Qu'est-ce qu'on a fait? Moratoire. Toutes les entreprises se sont cassées la figure, 15 000 emplois perdus et une filière qui ne s'est pas encore relevée. Prix de rachat incertain, législation, réglementation incertaine, vous ne pouvez pas avoir un modèle économique qui se développe, c'est impossible. Voilà, donc tout ça a fait que nous n'avons pas de filière industrielle, alors que nous avons des start-up absolument géniales, des technologies remarquables, développées notamment par le CEA, la partie énergie renouvelable du CEA, à Grenoble et à Chambéry, à l'INES, sauf qu'il n'y a pas un rond sérieusement mis par l'État dans le développement de ces technologies. Vous savez, vous êtes dans un pays quand même, vous avez 8 millions de précaires énergétiques, où vous avez quand même beaucoup de Français qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. L'électricité, c'est un besoin fondamental, surtout avec tout ce qui est électronique maintenant, qui consomme quand même beaucoup d'électricité. Qu'un Français n'a envie de voir monter beaucoup sa facture d'électricité. Hein. Donc, les solutions, elles sont à mon avis dans de vraies politiques d'efficacité énergétique, c'est-à-dire de réduire le nombre de kilowattheures utilisés pour rester à un prix à peu près équivalent. Parce qu'un prix, c'est un nombre de kilowattheures par un coût du kilowattheure. Vous pouvez monter le coût du kilowattheure, si vous baissez le nombre de kilowattheures, vous allez rester au même niveau. Donc le travail à faire, à mon sens, c'est de monter le prix du kilowattheure et d'aider les gens à baisser le nombre de kilowattheures utilisés. Sauf que EDF ne veut pas de ça, évidemment. Aujourd'hui, EDF a provisionné de l'ordre de 18 à 19 milliards d'euros, ce qui est très modeste, très faible.
quand vous regardez ce que les Anglais ou les Suédois ont imaginé pour pour démanteler leur centrale, vous êtes globalement à 10 fois moins, à peu près. Hein. Moi, j'avais fait le calcul en faisant toute une règle de 3 toute bête, hein, de nos réacteurs par rapport aux réacteurs anglais ou suédois. Je tombais entre 150 et 200 milliards pour le démantèlement. Je pense qu'EDF est aujourd'hui dans une équation financière complètement impossible. Et qu'elle n'a absolument pas les moyens de payer le démantèlement. Pas plus qu'elle n'a du reste le moyen de payer les grands carénages. C'est pas possible. Donc je ne sais pas comment on va faire. Moi, ce que je crains, là on est parti dans une course en avant pour démanteler le plus tard possible, parce que ça remet à plus tard, et ça permet d'utiliser plus longtemps la rente nucléaire. Donc je peux comprendre, sur le plan financier, l'intérêt que ça a, c'est évident, tout le monde le comprend. Seulement, les risques croissent de manière corrélative. Alors, comme on est dans un système dans lequel EDF ne s'assure pas, pratiquement pas, sur le risque nucléaire, puisqu'on est passé de 80 millions d'euros par accident à 800 millions d'euros par accident pour quelque chose qui pourrait coûter jusqu'à 5 000 milliards, 500 milliards, je voulais que je vous dise, ça coûte rien, quoi, pratiquement, c'est pas assuré. Donc on est parti dans cette course folle-là. Ce que je crains, très franchement, d'abord, c'est qu'il y ait un gros pépin dans les années qui viennent. Mais au-delà de ça, c'est qu'on n'ait pas les moyens du démantèlement. Et donc on ferme les centrales et on fait quoi si on ne peut pas payer le démantèlement? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse.